Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line! Touchdown! 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 Bonjour à tous. Bienvenue pour ce 390e épisode du podcast Touchdown Actu. Je suis très heureux de vous accueillir pour votre 3e rendez-vous consacré à la draft. Vous en avez l'habitude maintenant, c'est votre épisode du samedi. Et pour m'accompagner cette semaine, Kevin Zermatten. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Alors Kevin, que vous connaissez puisqu'il vous a accompagné sur toute la dernière draft. On s'excuse en amont, pour être tout à fait transparent, on a quelques problèmes de son, donc on va essayer de faire au mieux, mais il se peut qu'avec Kevin, il y ait parfois quelques problèmes. Kevin, on va parler de défense, d'attaque. Il y avait eu un premier épisode consacré à l'attaque, un deuxième consacré à la défense. Nous, on a essayé de faire un peu tout, puisqu'on va d'abord essayer de comprendre et de savoir qui est le premier edge de cette classe et pourquoi. Edge étant le pass rusher pour ceux qui ne sont pas encore initiés. On discutera d'un affrontement entre un running back et un linebacker pour notre affrontement de la semaine. Et enfin, nous finirons sur des sleepers, des pépites quand même, à le dire Grégory. Des pépites qui seront des pépites offensives. Donc tout de suite, sans perdre de temps, on va tout de suite aller sur notre débat brûlant, c'est-à-dire qui sera le meilleur pass rusher de cette draft 2021. Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Le duel entre deux joueurs très différents, deux joueurs au parcours différent, aux caractéristiques différentes. On a vraiment une classe intéressante. La classe de pass rusher n'est pas la plus impressionnante qu'on ait eue ces dernières années, mais il y a vraiment deux joueurs qui ressortent de cette classe. C'est Kwity Paye de Michigan et c'est Grégory Rousseau de Miami. Donc ce sont deux joueurs tout à fait extraordinaire. On va décrypter pourquoi. Je vous donne rapidement les stats de 2019. Pour Kwity Paye, c'était 12 matchs, 50 plaquages, 12,5 tacles pour perte et 6,5 sacs. Pour Grégory Rousseau, 13 matchs, 54 plaquages, 19,5 tacles pour perte et 15,5 sacs. Donc on est vraiment sur des joueurs très productifs. Je ne vous donne pas volontairement les stats de 2020 puisque Grégory Rousseau a opt-out, donc n'a pas joué en 2020, et Kwity Paye a joué 4 matchs, mais l'université de Michigan a quelques problèmes avec la Covid. Donc, pour décrypter les joueurs, on a séparé ça en 4 catégories. Les attributs physiques, gabarit, mobilité, vitesse, le pass rush, mouvement, technique, la défense de course, plaquage, instinct, et enfin, le QI football, le leadership, l'expérience, toutes ces choses dont on pourrait avoir envie de parler. Tout de suite, je donne la parole à Kevin sur la première catégorie, les attributs physiques. Est-ce que sur ces deux joueurs, il y en a un particulièrement qui t'impressionne physiquement? Et qu'est-ce que tu peux nous dire des caractéristiques de ces deux joueurs? Alors, c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a vraiment deux gabarits très différents. Tout d'abord, Grégory Rousseau, c'est vraiment un petit peu le fantasme des general managers qui a vraiment le gabarit parfait pour le poste. Mais c'est vrai qu'au final, Kwity Paye a pas vraiment à rougir non plus parce que il a tout à fait un gabarit qui peut convenir au poste de edge. Mais après, il a d'autres attributs, c'est vraiment un peu moins impressionnant, on va dire, au niveau des attributs physiques. Il a des moins longs bras aussi que Grégory Rousseau, donc c'est aussi des choses qui sont prises en compte par les franchises, ou en tout cas par les médias, ça c'est sûr.
Du coup, vraiment, comment dire ça, le plus impressionnant au niveau attribut physique, c'est quand même plutôt Grégory Rousseau, mais attention quand même à pas oublier Kwity Paye. Oui, je suis assez d'accord. Grégory Rousseau, s'il fallait mouler le defensive end parfait, ce serait ces proportions-là qu'on prendrait. Et en effet, Kwity Paye, c'est peut-être moins le physique parfait. Ils font à peu près le même poids, ils font à peu près 120 kg tous les deux, mais Kwity Paye, il fait 1m93 contre 2 mètres pour Grégory Rousseau. Moi, la seule chose que je dirais de Kwity Paye, c'est quand même un joueur à la mobilité assez exceptionnelle. Le journaliste Bruce Feldman fait tous les ans une liste des potentiels athlétiques de la draft. Kwity Paye est numéro 1, notamment parce que sur des exercices de mobilité latérale comme le 3 cônes, il a battu des marques prestigieuses comme celle de Von Miller. Donc c'est un joueur qui peut être vraiment intéressant sur cet aspect-là. C'est vrai que... Alors j'allais l'aborder justement plutôt dans le run block, mais c'est vrai qu'il a une rapidité latérale notamment, et la capacité à vraiment se mouvoir dans des petits espaces aussi. C'est quand même un beau bébé, à trouver vraiment des trous de souris, on va dire, pour pouvoir se faufiler, puis justement aller dans le backfield pour déranger l'attaque adverse. Donc c'est vrai que au niveau athlétique, c'est un peu différent, mais ils sont les deux très impressionnants. Ouais, je te rejoins. Deuxième catégorie, le pass rush. Et là, c'est peut-être une des catégories où il y aura le plus clair favori. Je vais pas me dévoiler tout de suite, je vais te laisser en parler. Qui, pour toi, est le meilleur pass rusher pur, c'est-à-dire qui sera le meilleur pour aller taper du quarterback? Alors, je pense aussi que c'est assez clair. On va avoir un Grégory Rousseau qui est certes encore assez brut, mais qui a vraiment des attributs parfaits pour être un defensive end 43. On voit ses 15,5 sacs dans sa seule en fait, saison en NCAA. C'est vrai qu'il est très fluide, il a relativement de bons mouvements, même si c'est encore à parfaire. Kwity Paye, c'est vrai que ça va probablement moins être une machine à sac. Par contre, il a un très bon bull rush, je trouve. Il est relativement puissant. Donc, sans être vraiment, un gars qui va pouvoir faire une quinzaine de sacs par saison ou je sais pas quoi, je pense qu'il va quand même être dangereux et puis il va pouvoir apporter dans cet aspect du jeu à sa future équipe. Oui, c'est assez clair. Je pense que Grégory Rousseau, il a cette polyvalence de pouvoir attaquer à l'extérieur, à l'intérieur. Il sait à peu près tout faire. Je te rejoins. Le bull rush de Kwity Paye est extraordinaire. Après, j'avais trouvé l'année dernière qu'il y avait un peu que ça, parfois. En début de saison, cette saison, il m'a impressionné par ses mouvements extérieurs. C'était vraiment bien. J'attends de voir s'il est capable d'attaquer vers l'intérieur. Pour l'instant, je l'ai jamais vu faire et je ne sais pas s'il saura jamais vraiment attaquer un gap plus intérieur. Donc c'est à voir, mais je suis d'accord que Grégory Rousseau est un ton au-dessus pour cette catégorie. Troisième catégorie, la défense de course. Tu as commencé un peu à en parler sur Kwity Paye et sa mobilité. Au niveau plaquage, au niveau instinct, qui te fait la meilleure impression? Alors cette fois-ci, c'est l'inverse du sujet d'avant. Je trouve que Kwity Paye est beaucoup plus aguerri dans ce domaine. Il est capable de résister au double team, donc, et puis justement à empêcher le running back de passer dans ces zones où justement qui lui sont favorisées, disons. Il est hyper fluide dans les petits espaces, il est capable de justement se mouvoir latéralement à une vitesse incroyable pour son gabarit. C'est vrai que par contre, Grégory Rousseau, pour le coup, je le trouve beaucoup plus brut dans ce domaine. On peut pas lui enlever qu'il a une énorme qualité de plaquage de par son gabarit. Il a des énormes bras, c'est très difficile de passer autour, mais au niveau de passer les blocs, c'est un petit peu plus compliqué, et je trouve qu'il a une moins bonne technique qu'un Kwity Paye à ce moment de sa carrière, on va dire. Oui, je te rejoins, tu as commencé à l'évoquer, on va dire, dans la quatrième partie, mais c'est vrai que Grégory Rousseau a une expérience très limitée par rapport à Kwity Paye, et moi j'ai trouvé qu'il était très impatient, en fait. Il a parfois trop tendance
à vouloir tout de suite attaquer le mec qui est en face de lui. Sauf que parfois, l'intelligence de jeu, c'est aussi de pas s'engager totalement dans le combat physique pour pouvoir se dégager facilement et partir à droite, à gauche quand il s'agira d'aller prendre le coureur. Et j'ai trouvé parfois naïf, un peu impatient, et c'est quelque chose qui se travaillera. Globalement, je me fais pas trop de soucis. Mais aujourd'hui, tu l'as dit, il est brut. Et c'est vrai, il est brut, et ça se voit dans beaucoup d'aspects du jeu, et surtout dans celui-là. C'est pour ça que je pense, par exemple, qu'aujourd'hui, Grégory Rousseau, indépendamment du fait qu'il va sortir avant ou après Kwity Paye, ce sera pas forcément un joueur qui va jouer sur 3 downs. C'est un joueur qui va devoir attendre un petit peu. Je le comparais un petit peu à Marcus Davenport, qui était sorti il y a quelques années, justement, d'une petite université. Il était très brut, un gabarit assez incroyable, et justement qui commence gentiment à devenir un joueur d'impact chez les Saints, qui commence à vraiment à avoir un jeu complet. Je vois un petit peu Grégory Rousseau dans ce moule-là, où il lui faudra un petit peu faire ses gammes avant de vraiment être un joueur complet, alors que Kwity Paye, justement, peut-être un plafond moins haut, je sais pas, c'est possible que justement, en tout cas au niveau du pass rush, mais un joueur plus complet à l'heure actuelle. Oui, c'est un peu toute notre 4e catégorie, QI football, leadership et expérience. Alors je sais pas toi, mais moi je vais plutôt me consacrer sur la partie expérience. Tu le dis, quand on parle de Kwity Paye, on parle de 28 matchs en université. C'est un joueur qui a été titulaire longtemps, qui a prouvé ce qu'il savait faire. Et en face, on a un cas de figure très Covid, que vous avez retrouvé au fil des émissions sur des Ja'Marr Chase ou autres. C'est un joueur qui a fait une incroyable saison. Et du coup, il se présente à la draft puisqu'il a opt-out. Donc c'est vraiment une année magnifique. Et Mitchell Trubisky nous rappelle toutes les semaines qu'une année magnifique, ça fait pas un joueur magnifique. Donc c'est tout le problème. Et j'aime bien ton approche. Je pense un peu pareil que toi sur Kwity Paye. Je pense qu'il a un plafond qui est peut-être plus bas que Rousseau, mais il a un plancher qui est plus haut. C'est un risque moins grand de prendre Kwity Paye que Grégory Rousseau. C'est certain. Après, j'aime bien ton exemple de Mitch Trubisky. Personnellement, je vais pas me faire des amis de nouveau, et en plus j'ai tort, parce que Joe Burrow a fait une super saison, mais au moment de la draft, j'étais pas non plus un super fan de Joe Burrow à cause de cette histoire de une grosse saison. C'est quelque chose qui a par le passé beaucoup... qui a fait beaucoup de dégâts et qui continue d'en faire. Du coup, on a toujours un petit peu peur de ces prospects qui font vraiment une énorme saison. Et que... Alors après, c'est un petit peu indépendant de sa volonté, puisqu'il y a la Covid. Mais c'est vrai que ça peut un peu brouiller les pistes au niveau des prospects. Après un Joe Burrow, même si c'est pas le sujet, dans la SEC, il avait quand même dû affronter des armadas un peu plus aguerris que ce qu'avait affronté c'est vrai, c'est pour Grégory ça que Rousseau. Que je vais pas me faire des amis, mais ça a toujours été mon ami à ce moment-là. De toute façon, vous allez voir, hein. Pour lui, comme pour Ja'Marr Chase, comme pour d'autres, ça va être l'interrogation principale. Une seule bonne saison, est-ce que ça suffit pour faire confiance aux joueurs et pour en faire un top 10, un top 20, un premier tour? Donc c'est une vraie question, mais Grégory Rousseau, c'est un potentiel énorme. Pour finir, justement, je vais juste te demander de te projeter. Si t'es une défense 4-3, qui tu prends en premier? Si t'es une défense 3-4, qui tu prends en premier? 43 Grégory Rousseau et 34 Kwity Paye, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que le système va faire beaucoup. Et même si je pense que Kwity Paye peut jouer dans une 43, il peut être intéressant dans une 34. Et Grégory Rousseau, par contre, semble vraiment destiné à une défense 43. Ouais, il a vraiment le gabarit du defensive end 43. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de... Même si, au final... jouer un outside linebacker, ça devrait être possible avec sa mobilité, mais ça serait pas non plus jouer au mieux avec ses atouts. Je suis d'accord. Bien voilà notre premier débat qui est fini. Et bien on va tout de suite passer à la confrontation de la semaine. Ladies and gentlemen,
Let's get ready to rumble! La confrontation de la semaine. Et alors là encore, on va être transparent avec nos auditeurs. Ça a été un peu compliqué, Kevin, parce qu'on a fait un premier choix, la Covid nous l'a retiré. On a fait un deuxième choix, l'absence nous l'a retiré. Et du coup, on s'est penché sur un duel qui est peut-être plus indirect que ceux dont on vous a parlé dans les 2 premières émissions, mais qui permet de parler de 2 très beaux prospects. C'est le duel entre Zamir White, qui est le coureur de Georgia, et Nick Bolton, qui est linebacker à Missouri. Si vous avez l'occasion de regarder Missouri cette saison, ne regardez que le 32, parce que le reste risque de ne pas beaucoup vous plaire. Je vais tout de suite te demander ton avis, Kevin, mais avant, je donne les stats. Donc, sur ce match, Zamir White, 12 courses, 126 yards, 1 touchdown. Et Nick Bolton, 8 plaquages. Donc, première question, on va s'intéresser à Zamir White en premier. Quel est pour toi le point fort principal de Zamir White ? J'aime beaucoup son accélération. Alors, ça peut surprendre peut-être certaines personnes, parce qu'il faut savoir qu'il a eu 2 déchirures du ligament croisé. Donc à la suite, et finalement on l'a vu sur ce match, s'il trouve vraiment un trou, il est capable de vraiment lâcher complètement un gros gain assez impressionnant. Et puis j'aime bien, on va dire, son accélération et finalement sa vitesse, et c'est justement étonnant de par ses blessures en fait. Ben oui, c'est vrai que son accélération est assez incroyable. Moi j'aime bien son équilibre du corps, dans le sens où, et ça va un peu avec l'accélération, il a ce côté à pouvoir se mouvoir assez rapidement dès qu'il voit un trou pour profiter du trou et accélérer dedans. Et j'aime vraiment bien ce joueur. Il est explosif, et comme tu dis, c'est pas gagné quand on a eu autant de problèmes physiques. Et à coup sûr, c'est pas le running back le plus attendu de la draft, et on aura sûrement l'occasion dans une autre émission, nous ou d'autres personnes de l'équipe, de parler des meilleurs running backs de cette classe. Mais c'est un joueur qui peut vraiment faire sa place en NFL. Nick Bolton, de son côté, un point fort pour le linebacker de Missouri. Je trouve qu'il a une très bonne vision de jeu. Il est patient, on va dire. C'est pas quelqu'un qui va forcément shooter dans le mauvais gap. Peut-être aussi de par le fait que c'est un gros gabarit pour un linebacker. Je trouve que quand on le voit sur le terrain, on voit qu'il est un peu plus gros que les autres. Bon, à Missouri, tu me diras, c'est pas forcément une surprise. Mais je veux dire, on voit qu'il a la capacité de mettre par terre typiquement des running backs assez épais aussi. J'aime vraiment bien sa vision de jeu. Après, c'est vrai que il est justement, son gabarit lui joue un petit peu des tours des fois, mais on va en discuter après. Oui, tout à fait. Moi j'avais noté aussi ce QI football. Je rajouterais que c'est pour le coup un vrai joueur que tu peux mettre sur les 3 downs. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut faire le boulot contre la course, qui peut faire le boulot en couverture, qui peut faire le boulot en blitz. Donc c'est un joueur, ça j'aime beaucoup, ce genre de joueur parce que Nick Bolton, il va pas être au premier tour, mais si tu récupères au 3e tour un joueur polyvalent qui peut te dépanner sur toutes tes phases de jeu, c'est ce que tu recherches, et je pense que ça va beaucoup l'aider à se faire une place en NFL. Ouais, je pense que justement ça peut être vraiment un titulaire solide sans être forcément une superstar. Ça peut être vraiment un joueur qui fait un peu le sale boulot, on va dire, qui va justement chercher ses plaquages pour pas laisser passer le running back au 2e rideau et tout ça. C'est vrai que c'est toujours important, ce genre de joueur dans un effectif. Ouais, c'est sûr. On continue la partie de ping-pong. On retourne chez Zamir White. Un point faible pour le coureur de Georgia. Alors de nouveau, c'est un petit peu en 2 parties. Le fait qu'il ait eu 2 opérations au ligament croisé, je pense que ça altère pas mal sa capacité à se déplacer latéralement, à vraiment faire des cuts vraiment saignants, on va dire.
Justement, je trouve que quand il se retrouve en 1 contre 1, juste typiquement quand il a placé cette accélération, puis qu'il doit vraiment battre un défenseur en 1 contre 1, il a un peu de peine justement à se déplacer latéralement et à le battre dans l'open field, comme on dit. Ben, moi, j'insisterai sur un autre point. Alors, je suis d'accord avec ça, mais moi, j'insisterai sur sa non-participation au jeu de passe. Parce que sur les 2 saisons, il a 211 courses pour 1148 yards et 13 touchdowns. Par contre, il a 7 réceptions pour 52 yards. Donc, il ne participe absolument pas au jeu de passe. Ça ne veut pas dire qu'il participera pas en NFL. On a bien vu un Miles Sanders qui à Penn State recevait pas un ballon et qui a été très précieux, au moins sa première saison aux Eagles. Mais voilà, c'est un joueur, moi, j'ai un peu de mal dans la NFL d'aujourd'hui à me dire j'ai un coureur qui sait pas recevoir un ballon, quoi. Où il faut vraiment que ça soit un coureur hors norme, comme un Derrick Henry. Je suis pas en train de dire que Derrick Henry ne sait pas recevoir un ballon, c'est pas sa qualité première, sauf qu'il a d'autres qualités qui font de lui un running back extraordinaire. Là c'est un peu compliqué, je pense, ça va faire baisser sa cote. C'est vrai, je te rejoins là-dessus. Et un défaut pour Nick Bolton ? Alors, tu as parlé de QI football avant. Je suis d'accord tout à fait avec le côté, il est capable de couvrir. Parce que quand il voit le jeu devant lui, je trouve qu'il a une bonne réaction. Par contre, justement, je trouve que quand il doit vraiment se mouvoir latéralement, c'est aussi un petit peu comme Zamir White avant, mais dans l'autre sens, au niveau de la défense, il a un peu plus de peine, et c'est là que justement, je disais, son gros gabarit lui joue un petit peu des tours parfois. Je le trouve pas très réactif des fois d'une touche, de la touche à une autre touche, on va dire. Ah bah il manque de mobilité, hein. On va être clair, c'est ça qui fait que c'est pas un Luke Kuechly ou autre, c'est que il a le QI, mais il n'a pas la vitesse qui va avec. Et d'ailleurs, c'est marrant, t'en parlais, j'ai beaucoup observé ça, ce problème latéral, sur ce match-là en particulier. Ça m'avait pas forcément sauté aux yeux cette saison, et là vraiment on l'a senti en difficulté pour aller suivre les joueurs qu'il avait en couverture, mais c'est sûr que voilà, il manque de vitesse, et ça, la vitesse, ça s'apprend pas, et c'est ce qui fait la différence entre un premier tour et un 3e, 4e tour, mais en effet, je pense que malgré tout, ça restera un joueur très intéressant, mais ça va le limiter, ça c'est sûr. Du coup, qui t'a le plus convaincu sur ce match ? Je sais pas si c'est un vrai débat, mais je te le demande quand même. Pour moi, ça va quand même être Zamir White. Pour on va dire, Nick Bolton n'a pas démérité non plus, parce qu'il se retrouve avec une équipe horrible. Et finalement, il fait 8 plaquages, il va quand même au charbon, il va arrêter des courses assez rapidement, avec justement des bonnes lectures. Mais Zamir White, il a aussi fait en tout cas 3 grosses courses, je crois. Vraiment, il a une moyenne de 10,5 yards sur le match. Donc c'est vrai que il a vraiment réussi son match, et puis il a vraiment donné cette... C'est vrai que Missouri était revenu à 14-14 au Ferrari, et puis après justement Georgia s'est envolé. J'ai l'impression que justement Zamir White a donné un petit peu cette étincelle à Georgia pour repartir dans le bon sens. Et puis justement 10,5 yards par course, même en NCAA, c'est quand même une belle moyenne. Ouais, je te rejoins, c'est clairement le vainqueur de ce match, même si tu dis Nick Bolton ne démérite pas, en fait. Ça va peut-être jouer pour lui, finalement, mais c'est vrai que quand on regarde la défense de Missouri, on voit que lui, tout simplement, parce qu'autour, ça manque de talent. Et il y a un moment, c'est épuisant sur toute une saison de devoir tout faire tout seul. Parce qu'en début de saison, il était beaucoup plus fringant, mais il y a un moment, c'est difficile aussi de devoir tout faire tout seul. Et quand tu vois que t'es pas aidé sur toutes tes phases de jeu, ça peut démotiver un petit peu. Tout à fait. Bon, on a fait le tour là-dessus. On va tout de suite pouvoir partir sur notre dernière catégorie, les pépites du 3e jour de la draft. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et du coup, les pépites de troisième jour de la draft, c'est-à-dire 4e à 7e tour, on s'est tourné vers l'attaque, et toi particulièrement, tu t'es tourné vers un joueur très intéressant, c'est le receveur Damonte Coxie. Ouais, alors, en fait, pour résumer un petit peu, il sort de Memphis, il a opt-out après 2 matchs cette année. C'est vrai que on a un petit peu de peine à évaluer un petit peu cette saison, même si on est content de voir du college football, c'est un petit peu le cirque, mais au final, on va se baser un petit peu sur les 2 dernières saisons qu'il a fait. Damonte Coxie, c'est en fait l'unique autre receveur que Anthony Miller qui a réussi 2 saisons à plus de milliards pour les Tigers. Donc c'est quand même, on voit que ces Memphis Tigers, ils sortent quand même pas mal de talent ces dernières années, alors peut-être un petit peu plus au poste de running back que au poste de receveur, avec des Darrell Anderson, Tony Pollard et Antonio Gibson de ces dernières années. Mais c'est vrai que Coxie me fait penser à des joueurs un petit peu comme, je sais pas si tu te rappelles de Paul Richardson à Seattle, qui avait sorti quelques gros matchs, ou alors peut-être aussi un Economy St. Brown, ces joueurs un petit peu grands, longilignes, qui sont quand même capables de trouver, justement, il est très fort pour trouver, à la manière un petit peu d'un tight end, de trouver des espaces dans le cœur du jeu. Il a une capacité pour des yards après la réception. C'est vrai que c'est pas un joueur ultra flashy, il a de relativement bonnes mains, mais ce qui va peut-être lui permettre de faire un roster et puis de devenir un joueur durable en NFL, c'est le fait que c'est un super bloqueur. Et pour des joueurs qui sont pas hyper flashy, qui sortent pas de grosses universités, ou qui sont justement un petit peu en dessous du top de cette classe, être un bon bloqueur, ça peut faire vraiment la différence. Ouais, tu disais en effet, être à Memphis, c'est un peu vivre dans l'ombre des running backs, notamment de Kenny Gainwell l'année dernière. Je te rejoins. Après, je pense que c'est un joueur qui manque vraiment de vitesse, cruellement de vitesse, et c'est ce qui explique qu'il sera au 3e tour, mais ça sera un joueur utile à n'en pas douter. Après, moi de mon côté, je me suis... Oui, pardon. Non, je disais encore une chose qui pourrait lui servir, on va dire. Il a quand même capté 19 touchdowns en NCAA, donc proche de la end zone, ça peut être quand même il a un bon gabarit, 1m90 pour 89 kg. C'est quand même une arme, je pense, qui peut être intéressante dans la end zone. Ah, c'est sûr. Moi, je vais parler d'une autre arme intéressante, puisque on va parler d'1m96 et de 108 kg. Je vais parler d'un tight end, Matt Bushman, de BYU, qui est un joueur très intéressant. C'est un joueur polyvalent, c'est une sorte d'hybride receveur tight end, un peu comme peuvent l'être les tight ends modernes, un peu comme Leonidas Goddard par exemple. C'est vraiment un joueur qui a des tracés excellents, une très bonne vitesse, une capacité à attraper le ballon dans toutes les situations, que ça soit en 1 contre 1 ou dans les espaces, qui est vraiment impressionnante. Par contre, c'est un joueur particulier dans le profil. Il a 2 énormes red flags. Le premier, c'est qu'il a loupé toute la saison 2020 à cause d'un tendon d'Achille, si je ne dis pas de bêtises. Et le deuxième red flag, c'est qu'il est à BYU, qui est une université mormone, et ça a son importance puisqu'il fait partie des joueurs qui ont fait ce que les Mormons appellent leur mission, qui est un processus qui prend beaucoup de temps, et du coup, pour débuter la saison prochaine, il aura 25 ans. Donc c'est quand même beaucoup plus vieux que la plupart des prospects qu'on étudie dans cette émission, et ça va le desservir, c'est sûr. On va pas se mentir, c'est sûr. Certains verront aussi peut-être une faiblesse au niveau du bloc. J'ai beaucoup lu ça, moi j'ai pas tellement observé ça. Mais je pense que c'est un tight end qui ne sera jamais un titulaire, mais ça peut être un formidable numéro 2. C'est une sorte de couteau suisse, et c'est très intéressant à avoir dans un roster. Alors, au niveau de l'âge, je vais peut-être te rassurer, je sais pas si tu te rappelles de
de Hayden Hurst, qui était sorti de South Carolina. Oui, il avait aussi 25 ans, alors il avait été joueur professionnel de baseball avant ça. Je pense pas que l'âge ça va forcément jouer un énorme rôle, parce que Hayden Hurst était quand même sorti au premier tour, mais parce que les équipes voient aussi le fait que un contrat rookie c'est 5 ans maximum, enfin ça peut aller jusqu'à 5 ans si on le prend au premier tour. Si on prend l'option de 5e année. Donc au final, au pire, il aura 30 ans à la fin de son contrat rookie. Donc j'ai l'impression que c'est pas un point noir, on va dire, dans son profil. Par contre, c'est vrai que je pense pas que ça peut être un tight end numéro 1. Il est un petit peu trop limité, déjà au niveau du bloc. Il est volontaire, mais je trouve qu'il est un petit peu léger, peut-être pour le... Oui, il manque de puissance, c'est sûr. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il a vraiment je trouve qu'il a vraiment des super tracés, surtout dans le slot. Et puis qu'il est vraiment capable de trouver, comme je disais pour Damonte Coxie avant, capable de trouver ces espaces dans le cœur du jeu et faire avancer une équipe. Ça peut vraiment être une super option. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu te retrouves contre une équipe qui a un linebacker un peu lourd et qui manque de mobilité, il peut lui faire très mal. Il peut lui faire très très mal. Coucou Nick Bolton. Du coup, Nick Bolton... Non, mais j'étais exactement en train de me dire que Nick Bolton, il n'aimerait peut-être pas affronter Matt Bushman. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette 3e émission. Merci Kevin. Merci à toi. On va continuer à vous accompagner tous les samedis. Pour être honnête, je ne sais pas encore qui sera au micro la semaine prochaine, mais l'équipe draft va continuer à vous accompagner et on aura le plaisir de débriefer toujours plus de joueurs. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, @KevinZermatten, @VictorRoulier, et on essaiera de répondre à toutes vos questions. Merci encore et bonne journée, bonne soirée et bon week-end à tous. Au revoir. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.